Voilà. Donc, il est l'heure. Nous allons commencer ce webinaire. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue sur ce webinaire d'information sur les dispositifs de sécurisation des parcours en alternance pour les personnes en situation de handicap. Et donc, que nous avons le plaisir de réaliser aujourd'hui dans le cadre de notre partenariat avec l'AGFIP Hauts-de-France. Donc, je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation au C2RP, et je suis donc accompagnée aujourd'hui par Olivia Coursier et Pascal Legrand de l'AGFIP. Donc, bonjour Olivia, bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour. Je les laisserai se présenter tout à l'heure lorsqu'ils débuteront leur information. Donc, peut-être avant de démarrer, quelques consignes techniques pour un bon suivi de la présentation. Donc, en bas de votre écran, au milieu, vous avez un certain nombre de pictos, dont un picto pour agrandir votre écran, si vous le souhaitez. Et donc, par contre, sur la colonne de droite, également, vous avez un certain nombre de pictos, dont un picto question. Et donc, c'est en cliquant dessus, vous pourrez, ça vous permettra de vous poser vos questions à nos intervenants tout au long du webinaire. Le support de présentation de ce webinaire sera téléchargeable à la suite de l'intervention. Vous allez recevoir un mail et il comprendra le lien de téléchargement du PowerPoint, mais également le replay du webinaire et un lien pour un petit questionnaire de satisfaction en ligne. Et puis, par ailleurs, en fonction des questions que vous poserez, nous réaliserons un document FAQ. S'il y a beaucoup de questions, sinon, vous pourrez éventuellement avoir des réponses par mail. Pour commencer, je vais vous faire une présentation rapide du C2RP pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, juste en quelques mots, le C2RP, c'est le CARIFOREF Hauts-de-France. Nous sommes un groupement d'intérêt public qui est financé et présidé alternativement par l'État et la région. Donc, nous sommes administrés avec les partenaires sociaux et nous sommes membres du CREFOP, donc nous assurons aussi le secrétariat technique et membres également du réseau des CARIFOREF. Comme vous le savez peut-être, il y a un CARIFOREF par région, et nous avons un certain nombre de missions en commun. Donc, justement, au niveau des missions, le C2RP a 4 grandes missions. Une première mission d'observation c'est le lien emploi-formation. Donc, pour ce faire, nous réalisons un certain nombre d'études, mais également nous mettons à votre disposition des outils qui vous permettent de spécifier votre territoire et avoir un certain nombre d'éléments chiffrés. Et nous apportons également un appui technique aux instances régionales, donc CREFOP, CPRDFOP. Nous avons une mission d'accompagnement des professionnels en mettant justement un certain nombre de ressources et d'outils également au service des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Notre troisième mission, on va dire la grande mission, est celle de la collecte de l'information. C'est peut-être aussi par ce biais-là que vous nous connaissez le mieux, puisque nous collectons l'offre de formation professionnelle, toutes voies de formation confondues, y compris l'apprentissage. Et puis, nous consolidons les systèmes d'information à la fois au niveau régional et également nous assurons toutes les remontées nationales et les diffusions vers d'autres systèmes d'information. Et puis, la quatrième mission, c'est la mission d'information comme celle d'aujourd'hui, où nous vous proposons un programme d'information et de sensibilisation sur nos thèmes spécifiques de la formation, l'emploi, l'insertion. Ça peut porter sur les certifications, les dispositifs, les métiers. Voilà, donc je vais pas être beaucoup plus longue. Et je vais laisser la parole à Olivia pour le plan d'intervention, mais d'ores et déjà, ce que je vous propose, c'est de prendre un temps de questions à la fin de chaque point.
et Olivia et Pascal répondront à 2-3 questions. Et puis, s'il y en a beaucoup, elles seront intégrées, comme je vous le disais, dans un document foire aux questions. Voilà, Olivia, je te laisse la parole. Merci Isabelle. Peut-être juste avant de démarrer, laisser Pascal se présenter rapidement et puis je prendrai le relais. Oui, merci. Donc très rapidement, Pascal Legrand, bonjour. Je suis chargé d'études à la GFIP et je m'occupe notamment d'alternance et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Merci Pascal. Donc moi je suis Olivia Coursier, chargée d'études et développement également, donc pour la délégation régionale de la GFIP donc en Hauts-de-France, et donc j'interviens également sur le champ de l'alternance. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui à travers ce webinaire, c'est d'aborder un certain nombre de points, en commençant par une petite phase introductive de présentation de la GFIP en quelques mots. Nous reviendrons également sur la loi Avenir professionnel de 2018 avec un petit focus donc sur la réforme de l'apprentissage. Nous vous parlerons également des intérêts d'un parcours en alternance pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Nous aborderons les dispositifs d'accompagnement des apprentis alternants apprenants en situation de handicap et nous terminerons cette présentation par un focus également sur les aides financières de la GFIP en direction des entreprises et des personnes en situation de handicap. Voilà pour le programme de ce webinaire. Alors, la GFIP, donc pour démarrer, la GFIP en quelques mots, assez brièvement pour reposer un petit peu le cadre. Donc, la GFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, est née avec la loi handicap du 10 juillet 1987. Cette loi pose une obligation d'emploi pour toutes les entreprises avec un minimum de 20 salariés à employer un minimum de 6% de personnes en situation de handicap dans leur effectif. Dès lors qu'une entreprise ne respecte pas ce quota de 6%, ce taux de 6%, qui correspond donc au taux d'obligation d'emploi, eh bien, l'entreprise verse une contribution, d'accord, chaque année, qui est calculée selon un certain nombre de règles et de critères. Et cette contribution, en fait, ces contributions des entreprises qui ne respectent pas le quota de 6% constituent donc aujourd'hui le fonds géré par la GFIP. Les interventions de la GFIP donc, se décomposent en 3 types de services, en 3 types de catégories que sont les services, les prestations et les aides financières. Donc, nous avons une offre d'intervention assez large. Au niveau des services, on retrouve aujourd'hui un conseil et un accompagnement aux entreprises dans la construction de leur politique handicap. C'est une offre directe déployée depuis 2017-2018 et donc il s'adresse directement aux entreprises qui nous sollicitent et qui expriment un besoin d'être accompagnées pour construire une politique en faveur des personnes en situation de handicap, donc dans leurs effectifs. Et puis, en termes d'offre de services, nous retrouvons également l'offre de services Cap Emploi. Cap Emploi qui regroupe aujourd'hui l'accompagnement vers l'emploi pour tout ce qui a trait au recrutement et à l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap, et le champ de l'accompagnement dans l'emploi qui recouvre le maintien dans l'emploi, la transition professionnelle et l'évolution professionnelle. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de SAMET, mais on parle bien de Cap Emploi pour l'accompagnement vers et dans l'emploi. En termes de prestations, pour faire assez court, on retrouve des prestations qui sont ouvertes aux personnes, mais aussi effectivement aux entreprises. On vous en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, des prestations aux personnes, en direction des personnes, en appui des parcours professionnels ou dans une logique de compensation du handicap. On retrouvera les prestations de conseil en création ou reprise d'activité et tout le champ des prestations de compensation du handicap. On vous en donnera quelques détails tout à l'heure. Et puis également tout un champ de prestations qui couvre la formation.
Et puis, au niveau des aides financières, on en reparlera un peu plus en détail également tout à l'heure, on retrouve donc des aides directes adressées aux entreprises, mais aussi aux personnes en situation de handicap, permettant effectivement de répondre à des besoins en matière de matériel, dans une logique, encore une fois, de compensation du handicap, pour tout ce qui est aide à l'aménagement des situations de travail. Donc là, on n'est plus sur une aide adressée aux entreprises, dans le cadre d'un recrutement ou d'un maintien dans l'emploi d'une personne en situation de handicap, et puis tout ce qui est aide à la formation, avec notamment, on en parlera tout à l'heure, des aides à l'alternance destinées aux employeurs qui recrutent des personnes en situation de handicap au titre d'un contrat en alternance. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Le public éligible donc à l'offre d'intervention de l'AGEFIP, donc les personnes avec un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la CDAPH, qui est une commission de la MDPH. Alors, il faut savoir que derrière titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, on ne retrouve pas uniquement la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, on retrouve également d'autres titres de type pension d'invalidité, de type allocation adulte handicapé, etc. D'ailleurs, on vous précise que la liste est disponible via l'article L5212-13 du Code du travail. Mais il faut savoir que majoritairement, les personnes aujourd'hui en situation de handicap sont reconnues administrativement par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et puis, les entreprises, bien évidemment, sont également éligibles à notre offre d'intervention. Donc, les entreprises de droit privé, puisque le pendant de l'AGEFIP pour le fonds public, pour la fonction publique, c'est le FIPHFP. Nous, on s'adresse bien aux entreprises de droit privé qui exercent leur activité sur le territoire national. Je te laisse la main, Pascal, pour la suite. Merci Olivia. Juste donc, avant de parler des dispositifs d'accompagnement et de compensation du handicap en alternance et en formation en général, peut-être quand même 2 mots sur le cadre dans lequel on s'inscrit, et notamment sur la question de l'apprentissage, qui est quand même un cadre un peu spécifique. Donc pour les personnes, pour les personnes qui ont une reconnaissance de travailleur handicapé, le contrat d'apprentissage peut être un peu différent de l'ensemble du public, notamment la durée, elle peut être portée à 4 ans. Il n'y a pas de limite d'âge, ce qui est vrai pour d'autres catégories, mais particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Et puis une chose qui est très importante aujourd'hui, c'est qu'il y a l'obligation pour les CFA d'avoir un référent handicap. Et ça veut dire que vous avez systématiquement un interlocuteur dans le CFA. Donc ça, on reviendra dessus après. 2 petites précisions qui ont leur importance. Cette loi qui s'adresse aux personnes en situation de handicap en apprentissage, elle s'adresse uniquement aux détenteurs d'une reconnaissance de la qualité de travail handicapé, d'une RQTH. Et alors que, comme le disait Olivia, il y a des gens qui n'ont pas de RQTH, qui ont un titre qui leur donne malgré tout la qualité de travailleur handicapé. Donc ça, on en parlera rapidement. Mais la loi s'adresse spécifiquement aux personnes qui ont une RQTH. Et cette loi, elle prévoit aussi que pour ces personnes donc, qui ont une RQTH uniquement, il y a une prise en charge du surcoût lié à la compensation du handicap dans la limite de 4 000 € par an. Et l'AGEFIP peut intervenir en complément, je vais revenir aussi rapidement là-dessus. Alors, très rapidement aussi, je passerai sur ces aspects, mais c'est quand même relativement important de dire que la loi aujourd'hui, elle prévoit qu'il y ait bien une individualisation du parcours des réponses adaptées en fonction du handicap et que ces choses-là sont objectivées, notamment dans la certification Calliope. Donc c'est quelque chose qui est relativement important pour les OF et les CFA parce qu'ils ont aujourd'hui tous, je pense, obtenu la certification, mais après, il y a aussi des process de suivi, et c'est là aussi où il y a des choses à mettre en place et qui sont parfois un peu délicates pour les structures. Donc ça, c'est un moteur fort. Donc, comme je vous le disais, référent handicap, qui est aujourd'hui un pivot, une clé de voûte de cette politique handicap dans l'apprentissage. Et puis,
cette loi elle se caractérise aussi par le fait donc la DGEFP, la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, a mis en place un outil formalisé qui permet de quantifier le besoin en termes d'outils à mobiliser et même en termes financiers. Voilà. Cet outil, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas forcément l'objet ici, mais juste pour dire que oui, donc il se compose de 6 modules, et notamment le premier qui consiste à justement repérer le besoin. Chaque module comporte un taux indicatif et puis un plafond avec un maximum pour l'ensemble des modules de 4 000 € par an, comme je vous le disais. Si le coût est supérieur à 4 000 €, ce qui est vraiment rarissime, c'est clair, mais bon, c'est prévu. Si le coût est supérieur à 4 000 €, il y a une demande à faire à la GFIP sur le complément. D'autre part, concernant les personnes qui n'ont pas de RQTH, mais qui sont quand même reconnues travailleurs handicapés, donc comme disait Olivia, allocation adulte handicapé ou d'autres titres de ce type-là, il n'y a pas d'intervention de l'OPCO, et donc c'est la GFIP qui va intervenir à partir du 1er euro sur ces situations. Alors, là aussi une petite... Peut-être Pascal, à ce niveau-là, donc on a eu 2 questions durant vos interventions, même là une 3e. Donc une question de Madame Gillot: si mon entreprise a un accord de branche avec l'OETH, puis-je bénéficier de services ou des prestations de la GFIP? Alors, l'OETH, sans rentrer dans le détail, c'est un accord exonératoire de la contribution à la GFIP, et qui, d'un autre côté, fait que la GFIP n'intervient pas sur les entreprises qui contribuent à cette OETH. Mais là, aujourd'hui, nous, on parle plutôt des services que les CFA ou les OF rendent aux apprentis. Donc, on n'est pas dans le cadre de l'entreprise. Ça, c'est autre chose. Donc, que même si on a affaire à un OF ou un CFA qui est assujetti à l'OETH, comme l'aide, c'est pas pour cette structure, mais bien pour l'apprenti ou pour la personne qui est en train d'apprendre, ça pose pas de souci particulier. D'accord. Une seconde question également: le référent handicap a-t-il suivi une formation spécifique? Alors, il n'y a pas de cursus particulier. Effectivement, il y a une obligation de désigner un référent, et on sait qu'il y a parfois des référents qui sont désignés de façon plus ou moins, volontaire notamment. Il n'empêche qu'on propose, et je vais en reparler à la toute fin de mon intervention, d'un service un dispositif qui s'appelle la ressource handicap formation, et dont la mission, c'est justement d'aider notamment les référents handicap, et qui va pouvoir les sensibiliser, les former sur des aspects relativement techniques de leur tâche. D'accord. Voilà, on va peut-être prendre une dernière question. Y a-t-il une cartographie des CFA avec un référent TH? C'est une bonne question. Je n'ai pas forcément la réponse. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal, nous, à avoir cette cartographie. Alors, je sais qu'il existe une association des CFA qui doit faire ce travail-là, mais aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de si ça a été fait, si c'est communicable. D'accord. Bon, je pense qu'on va avancer avant de répondre aux suivantes. Alors oui, donc je voulais dire quelques mots quand même sur l'importance pour nous de cette question de l'alternance pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc de quelques petites considérations. D'abord, alors ce que je vais dire, c'est un peu caricatural, donc il faut le prendre comme tel, mais il y a 2 types de contrats d'alternance, le contrat d'apprentissage et le contrat de pro, et on a, nous, en regard, 2 types de publics. Le public qu'on connaît en général plus, enfin que nous, en tout cas, la GFIP, on connaît plus, c'est un public adulte qui a un handicap en cours de vie professionnelle,
qui, en moyenne, on va dire, est moins qualifié que l'ensemble du public et qui, en moyenne, est plus vieux que l'ensemble du public. Donc, des personnes qui n'ont pas, comment dire, une appétence forte pour la formation à la base et qui sont malgré tout obligées de se reconvertir. Pour ces personnes-là, le fait de passer par l'alternance, ça permet d'être plus en situation, on va dire, concrète et de pouvoir en même temps transférer aussi les savoir-faire les savoir-être qui ont été acquis dans la vie professionnelle antérieure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Et pour ces personnes-là, pour lesquelles, comment dire, il n'y a pas forcément besoin, a priori, d'un diplôme, ils sont déjà entrés dans la vie active. Le contrat de professionnalisation, pardon, c'est la voie la plus adaptée en général, parce qu'il est plus court généralement que le contrat d'apprentissage et qu'il a moins de contenu théorique. Donc, justement, pour les jeunes, au contraire, alors pour ces publics-là, un public adulte, on est plutôt sur des typologies de handicap de type moteur, de type maladie invalidante, des choses comme ça. Pour les publics jeunes, donc ce sont en termes de typologie de handicap, même si ce que je dis, encore une fois, c'est vraiment caricatural, c'est dans les grandes masses, on a quand même encore aujourd'hui plus de jeunes qui sortent du système scolaire avec des handicaps de type déficience intellectuelle et aujourd'hui aussi de plus en plus des handicaps cognitifs, comment dire, des troubles 10, oui, des choses comme ça. C'est en train de monter fort, ce type de handicap. Et donc, c'est un peu spécifique en termes on va dire, d'apprentissage et de méthodes pour les aider à acquérir des savoirs. Donc, pour ces jeunes-là, alors, pour les jeunes qui doivent entrer sur le marché du travail, le diplôme reste le passeport. Hein. Donc, ça, du coup, on est bien sur une demande de diplôme et en même temps, une demande, là aussi, de contenu qui soit plus, on va dire, plus concret, plus appliqué que pour les publics moyens, on va dire. Et pour ces jeunes-là, du coup, c'est bien le contrat d'apprentissage qui est, on va dire, le plus adapté. Alors, je vous dis, hein, tout ça, c'est vraiment des choses un peu caricaturales. Mais on constate malgré tout tous les jours. Alors, je vous ai fait un petit récapitulatif très, très rapide des chiffrés. On va avoir quelques chiffres sur l'évolution des contrats en alternance. Alors, le souci, c'est que c'est comme pour la cartographie des CFA, on a un peu de mal à avoir des données qui soient des données consolidées par l'État. Donc, j'ai pris les chiffres dont je dispose, c'est ceux de la GFIP. Et j'ai pris ceux de la région. On a les nationaux, mais je vous ai pris ceux de la région pour vous montrer un petit peu où on en est aujourd'hui en termes d'évolution. Alors, ce qu'on voit, c'est que sur les contrats d'apprentissage, hein, sur la colonne de droite, il y a bien entendu un effet Covid. Hein, 2020 par rapport à 2019, on est sur des niveaux qui sont à peu près comparables, même s'il n'y a pas de baisse. Ce qui peut paraître a priori étonnant. Et puis, on a une forte croissance, quasiment une explosion sur 2021, et qui a l'air de se confirmer actuellement. Donc, on voit que le contrat d'apprentissage, ce qui est pas spécifique au public handicapé, hein, on sait bien tous qu'aujourd'hui, toutes les politiques publiques mettent en avant cette forme de contrat, et que ça bénéficie à l'ensemble des publics, mais ça bénéficie du coup aussi à nos publics. Ceci dit, ce que j'ai marqué en violet, en gros, c'est que on a malgré tout, on bénéficie moins, nos publics bénéficient moins de l'explosion du contrat d'apprentissage que les autres, pour une raison, il y en a sans doute pas mal, mais une raison un peu massive, qui est que cette augmentation du volume de contrats d'apprentissage, elle est beaucoup liée à l'augmentation du niveau des apprentis. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur des apprentis qui sont sur des niveaux bac et plus, alors que, en raison justement des typologies de handicap des jeunes, on est plutôt, nous, sur des niveaux bac et moins. Donc, il y a une croissance, mais elle n'est pas, on va dire, au même niveau que l'ensemble du public, même si là aussi, il y a une évolution, on constate une évolution parmi les publics handicapés. Et aujourd'hui, alors pour vous dire qu'il n'y a pas de quoi non plus pavoiser, on reste sur des pourcentages qui sont minimes. C'est-à-dire qu'on est autour de 1%, 2% maximum des contrats d'apprentissage qui sont signés par des personnes en situation de handicap. Sur les contrats de professionnalisation, vous voyez que la trajectoire n'est pas du tout la même. On a une baisse forte en 2020, là, un vrai effet Covid, et on n'a pas de rattrapage sur 2021. Et là, c'est je crois, lié au fait que
c'est les contrats d'apprentissage qui phagocytent pas mal, du coup, l'alternance en général. Les employeurs sont du coup moins demandeurs. Et ça, c'est un petit souci pour nous parce que, comme je vous disais, pour les publics adultes en situation de handicap et reconversion forcée, le contrat de professionnalisation, ça reste une mesure très, très indiquée avec de bons résultats d'accès à l'emploi. Alors, maintenant, on en vient au dispositif, au vif du sujet, au dispositif d'accompagnement et au dispositif de sécurisation. Donc, je vais quand même commencer par parler un peu de dispositif d'accompagnement avec, là aussi, une petite digression, j'en suis désolé, on ne va pas parler tout de suite d'alternance spécifiquement, mais là, je présente un schéma qui a l'air un peu, comment dire, indigeste comme ça, mais ça devrait bien se passer. C'est un dispositif qui s'appelle Inclus Pro Formation. Pour les anciens, ça remplace les formations courtes. Hein. Ce sont des actions de formation qui sont destinées à des personnes, justement, dont je parlais, notamment les adultes en reconversion, pour lesquels se pose la question de, voilà, je ne peux plus faire mon ancien métier, vers quoi je peux me tourner, et puis comment est-ce que je prends en compte mon handicap dans la construction de ce projet, et ensuite comment je le mets en œuvre. Donc ce dispositif Inclus Pro, le sens, c'est celui-là. La façon dont c'est construit, c'est que c'est court dans le principe, c'est modulaire et c'est individualisé. C'est-à-dire que vous voyez tout à fait à gauche, c'est marqué SAS. Il y a donc un SAS où on repère le besoin, on fait le diagnostic, on voit le parcours dont la personne a besoin, et on met en place les modules. Hein, toutes ces cases vertes et grises, ce sont des modules de formation qu'on propose. Donc, par exemple, prendre en compte le handicap, développer l'autonomie numérique, etc. Donc, ce sont des parcours qui sont systématiquement individualisés et qui sont en deux étapes. Donc, la ligne du haut, c'est ce qu'on appelle impulsion. Donc, c'est la partie où on va travailler sur le nouveau projet. Et puis la deuxième ligne en dessous, Inclus Pro Action, là on est sur la mise en œuvre de ce projet, donc on va être plutôt sur de la remise à niveau, la recherche d'emploi, etc. Alors, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je sais qu'il y a des prescripteurs parfois pour lesquels c'est pas simple de savoir s'ils doivent orienter sur un dispositif Inclus Pro ou sur un dispositif préparatoire à l'alternance dont je vais parler maintenant. Donc, sur ce dispositif Inclus Pro, hein, donc j'insiste, individualisé, court, modulaire. Et puis la question par contre de l'alternance peut bien sûr être intégrée dans ce parcours modulaire. Là, je passe ensuite donc à ces fameuses préparatoires à l'alternance, où là, on n'est pas du tout dans le même esprit, hein, puisque là, on est sur des parcours longs, vous voyez, c'est marqué, c'est 595 heures. Ce sont des actions qui sont basées sur le groupe. Donc, action longue et avec une dynamique de groupe qui est importante. Et elle aussi, elle se divise en deux types d'actions. Le premier, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui sur le marché actuel Élan. Élan alternance, ce sont des actions qui s'adressent à des personnes qui n'ont pas forcément de projet défini, mais qui savent quand même qu'elles préféreraient passer par l'alternance. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, même si on ne fait pas d'exclusive, ça s'adresse a priori plutôt à des publics qui sont jeunes, soit qui sont scolarisés, hein, puisque cette action-là s'adresse même à des jeunes qui sont encore à l'école, soit qui sont sortis de l'école récemment et qui sont typiquement accompagnés par des missions locales. Pour ces publics-là, mais encore une fois, c'est sans exclusive, et vous pouvez très bien avoir une personne plus âgée qui peut avoir un besoin de travailler sur le projet, qui peut avoir aussi besoin d'un accompagnement long et de travailler sur le groupe. Ces actions-là, au-delà de la question de travail sur le projet, elles s'appuient aussi sur un travail sur l'autonomie, sur la mobilité, sur la confiance en soi, sur la socialisation, sur la dynamisation, tous ces aspects-là qui sont moins, on va dire, un peu moins travaillés sur Inclus Pro. Donc là, sur cette action-là, l'objectif d'Élan à l'alternance, c'est d'arriver au terme avec un ou deux projets qui tiennent la route et puis un parcours qui est à peu près balisé pour la suite. Alors, ça n'empêche pas que on puisse aller jusqu'à la réalisation du projet. Il n'est pas rare que les jeunes ou les moins jeunes sur ces actions, à la fin du contrat et à la fin de l'action, ils puissent signer un contrat.
Voilà, c'est un plus, mais ce n'est pas forcément l'objet central de cette action. Alors que ça l'est sur le deuxième type d'action, qui s'appelle trajectoire alternance, où là, on s'adresse à des personnes qui ont un projet qui est validé. Alors, pour en revenir à une question de tout à l'heure, il n'y a pas de diplôme pour la validation. C'est vraiment sur des situations individuelles. Quand on a affaire, par exemple, à des jeunes qui sont encore à l'école ou qui viennent de sortir, la question, c'est est-ce qu'ils ont déjà fait des stages en milieu ordinaire de travail, enfin des entreprises classiques, en tout cas. Voilà, pour les adultes, ça peut être, en plus de leur passé professionnel, est-ce qu'ils ont pu avoir fait une PMSMP, enfin, ou des mesures de ce type-là, qui peuvent être considérées comme des validations du projet professionnel. Ou alors, ils peuvent être passés par justement un plus pro, où là, il y a pu avoir une validation de projet professionnel formalisée et qui peut aboutir derrière à une orientation vers une trajectoire alternance. Et donc là, on va travailler effectivement beaucoup plus la recherche d'emploi, et notamment par le biais de stages, hein, puisque sur les 595 heures de formation, on a 11 semaines de stage, qui se divisent généralement en 3 périodes. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller sur des stages pour aller faire ses preuves directement en entreprise, et qu'à la fin, il puisse y avoir un contrat signé. Donc là, on va plus travailler les aspects, on va dire, qu'est-ce que c'est que l'alternance, les contraintes, les atouts. On va travailler sur les techniques de recherche d'emploi, éventuellement, mais ça c'est plus marginal, sur des aspects de remise à niveau technique, hein, quand ça peut avoir besoin parfois, je dis n'importe quoi, mais sur un projet de test de caisse, d'avoir une remise à niveau sur le pourcentage. Mais c'est vraiment pas l'objet. Là, on est vraiment sur de la recherche d'emploi, on va dire, intensive, et basée sur, encore une fois, basée sur le groupe. Alors ensuite, je passe donc les publics, hein, ce sont les mêmes que ceux de l'AGFIP en général, avec une différence, c'est que l'AGFIP s'adresse uniquement aux publics qui sont demandeurs d'emploi et salariés, alors que sur les préparatoires à l'alternance, on s'adresse aussi, comme je le disais, aux jeunes qui peuvent être encore qui sont encore dans la formation initiale, soit dans des structures de type IME, soit dans des classes d'inclusion de l'éducation nationale. Voilà, et donc elle s'adresse évidemment à nos autres publics qui sont demandeurs d'emploi et les salariés. Alors, même si aujourd'hui la notion de prescription est plus qu'en perte de vitesse, on demande qu'il y ait malgré tout une fiche qui soit mise en place, qui soit remplie par l'accompagnant de parcours, le référent de parcours, parce que ça nous aide bien lors des comités de validation, c'est-à-dire qu'on se réunit prescripteurs, organismes de formation, financeurs, éventuellement d'autres, pour vérifier que c'est bien la bonne action pour la bonne personne. Donc c'est intéressant d'avoir des éléments écrits, notamment si le prescripteur n'est pas présent. Voilà. Donc ensuite, je passe à un autre type d'accompagnement, où là, on est au croisement entre l'accompagnement et la sécurisation. Alors, cette action qui s'appelle donc action d'accompagnement à l'alternance, et pas à l'apprentissage comme j'ai noté, donc 3 APH, elle se divise en 3 parties. La première, on est bien, on va dire, sur de l'accompagnement. Il s'agit pour des gens là qui ont un projet non seulement validé, mais pour lesquels il n'y a plus besoin de mise en route, de dynamisation. Voilà. On est vraiment sur des gens qui peuvent, par exemple, sortir d'une préparatoire type trajectoire, pour lesquels il n'y a plus qu'à éventuellement accompagner la recherche d'emploi sur la phase terminale. C'est une première chose. Le deuxième type d'action, qui pour nous est central dans cette action-là, c'est l'accompagnement à l'entrée dans le contrat. On sait que pour les contrats en général, pour les contrats en alternance en particulier, le début, les 2-3 premiers mois, c'est une période critique, et c'est là qu'on va retrouver la plupart des ruptures. C'est vrai pour l'ensemble des publics. Mais pour les publics en situation de handicap, c'est d'autant plus vrai qu'il y a la question du handicap en plus. C'est un motif supplémentaire d'incompréhension, ce type de choses. Donc le prestataire 3APH, lui, son boulot, il va être aussi de faire l'interface, d'expliquer à l'entreprise ce que c'est que techniquement les limitations ou les besoins de la personne sur le poste de travail. Et voilà, souvent ça c'est pas grand-chose, hein.
c'est pas des choses qui sont très compliquées ni pour l'entreprise ni pour l'alternant, mais s'il n'y a pas d'explication au départ, ça peut dégénérer très vite. Donc c'est vraiment voilà, une phase de sécurisation qui n'est pas forcément, encore une fois, techniquement compliquée, mais qui reste importante et qui marche bien en termes de sécurisation du contrat. Et on a une troisième prestation dans cet accompagnement qui va intervenir là en cours de contrat si on se rend compte qu'il y a un risque de rupture ou si à la fin du contrat, il n'y a pas de pérennisation dans l'entreprise et qu'il faut refaire un lien pour que la personne se remette en démarche pour aller pour partir sur un parcours ailleurs. Donc ça, c'était 3 APH. Maintenant, on va en venir à des dispositifs qui sont là des dispositifs réellement de sécurisation des parcours. Alors, le fonds d'équipement, c'est un dispositif qui, je vous dis 2 mots sur l'histoire, qui était porté par le conseil régional à l'époque où l'apprentissage était une prérogative régionale. Le conseil régional ne porte plus depuis le 2019 et l'AGEFIP a souhaité le récupérer parce qu'on estime, et je pense que je crois qu'on a raison, que c'est quelque chose qui apporte beaucoup lors du contrat. Ça permet évidemment de compenser le handicap, mais ça permet aussi d'éviter la prévention des organismes de prévention et des organismes de formation des CFA sur le fait de prendre en formation une personne reconnue travailleur handicapé. Donc au départ, c'était limité aux apprentis. Nous, on l'a élargi aussi à l'ensemble des modalités d'alternance, donc aussi au contrat de pro, et on l'a aussi maintenant élargi à l'ensemble des modalités de formation. Donc à partir du moment où vous avez une personne qui est soit alternant, soit avec un statut de stagiaire à la formation professionnelle, vous pouvez mobiliser le fonds d'équipement. Le principe de ce fonds d'équipement, c'est que c'est le CFA ou l'OF qui est demandeur. C'est pas le stagiaire, c'est pas l'alternant. Il peut se faire aider. Il y a plein d'aides dont je parle je parlerai tout le long de cet exposé, qui peuvent venir l'aider pour repérer le besoin. Voilà, notamment le fonds d'équipement peut aussi le faire quand ce sont des situations qui ne sont pas trop complexes. Le principe, c'est que le fonds d'équipement va prêter, donc il y aura un besoin identifié, le matériel sera prêté à l'organisme de formation qui va le mettre à disposition du stagiaire et il sera récupéré à la fin de la formation. Donc, c'est une différence importante avec ce dont Olivia a parlé tout à l'heure, qui est notre mesure d'aménagement des situations de travail qu'on fait dans les entreprises. C'est un peu le même principe, mais en entreprise, on considère que la personne est embauchée de façon pérenne, et donc on va contribuer financièrement à l'achat par l'entreprise du matériel, alors que dans le fonds d'équipement, c'est nous qui finançons la totalité, mais par contre, on ne fait que prêter le matériel pendant le temps de la formation. Alors, une petite précision aussi, comme depuis les confinements, la modalité de formation en distanciel s'est beaucoup développée et qu'il peut arriver qu'un stagiaire ait besoin de matériel compensatoire même chez lui pour suivre la formation. Le principe est le même, mais on peut aussi intervenir au domicile de la personne dans ces cas-là. Et on peut même intervenir sur les stages en entreprise, dans les périodes d'application en entreprise, mais à partir du moment où la durée du stage est suffisante. Hein, parce que si vous avez un stage de 15 jours, aujourd'hui, c'est pas réalisable. D'autant que ce dispositif qu'on estimait utile, je crois qu'il est d'autant plus qu'aujourd'hui, il est un peu victime de son succès. On a une augmentation continue des demandes, et du coup, il y a un petit délai qu'on espère gérer de mieux en mieux. Voilà, mais donc ça veut dire aussi que si vous pouvez, vous, en tant que référent de parcours, interpeller l'organisme de formation ou fonds d'équipement aussi précocement que possible et dès avant la formation, c'est important, ça permettra aux stagiaires d'entrer dans les meilleures conditions. Voilà. Donc ça, c'est l'aménagement matériel du handicap. Alors, je vous ai dit, on peut intervenir aussi sur l'évaluation de besoins,
Et alors, souvent, le matériel qui est fourni par le fonds d'équipement, c'est pas très, très compliqué non plus. Pour la plupart du temps, ce sont des sièges ergonomiques, des choses comme ça. Pour les jeunes qui sont en apprentissage et qui sont sur des handicaps de type trouble 10, par exemple, on sera plutôt sur des matériels compensatoires de type ordinateur portable, logiciel particulier. Et donc, on finance, en plus de ces matériels éventuellement, notamment je parle des matériels informatiques, on peut financer aussi des prestations de prise en main de ces matériels pour l'apprenti ou pour le stagiaire. Donc, je vous disais, compensation matérielle, et il y a aussi son pendant qui est la compensation pédagogique du handicap en formation. Alors, ça, pour les plus anciens, il existait un dispositif qui s'appelait le PAPI-4, qui avait un joli nom qui malheureusement a disparu. C'était, comment dire, c'était un dispositif qui était régional. Aujourd'hui, on essaye de développer au maximum une harmonisation de nos dispositifs sur l'ensemble du territoire national. Donc, le PAPI-4 a disparu. Et cette adaptation des situations de formation est quelque part ce qui remplace ce PAPI-4. Donc, voilà, c'est pas perdu. Donc là, on est bien sur l'objectif de financer les surcoûts. Encore une fois, on va financer à l'organisme de formation, au CFA, les surcoûts pour les adaptations dans le cadre de la concession du handicap. On va intervenir sur l'adaptation des contenus de formation. Par exemple, si l'OF prend quelqu'un qui est en situation de déficience intellectuelle, bon, plutôt que de répéter 3 fois la même chose qui ne marche pas bien, il y a des méthodes qui sont par exemple faciles à lire et à comprendre, qui demandent du travail au formateur pour adapter son contenu. Donc tout ça est finançable, de même que tout ce qui va être lien avec les partenaires, lien avec les autres formateurs pour qu'ils prennent en compte le handicap de la personne dans leur pédagogie. Tout ça est finançable, les aides humaines et puis aussi éventuellement les aides techniques, mais comme je viens de vous le dire, en région Hauts-de-France, en tout cas, c'est pas partout pareil, mais en région Hauts-de-France, on a le fonds d'équipement qui doit normalement pouvoir répondre à cette question. Mais pour le cas où ce ne serait pas le cas, cette aide à l'adaptation de formation, elle est mobilisable. Alors, une autre différence entre le fonds d'équipement et cette aide, c'est que cette aide est mobilisable directement par l'organisme de formation. Il n'y a pas d'intermédiaire qui vient mettre en place des choses. On peut financer des intermédiaires qui vont intervenir, mais la demande doit être faite par l'organisme de formation ou le CFA. Alors, petite précision, parce qu'on a de temps en temps des questions qui nous mettent en difficulté. On ne va pas financer la compensation du handicap en entreprise, donc ça je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle l'aménagement des situations de travail dont va parler Olivia. On n'intervient pas pour que l'organisme de formation se mette en conformité avec Calliope ou je ne sais quoi. On est bien sur l'aménagement et l'adaptation pour une situation. Et on n'est pas là pour financer des sièges confortables pour l'ensemble des stagiaires du groupe, par exemple. Je prends des exemples caricaturaux. Et pour rester dans le même domaine, on n'intervient pas sur les obligations légales des CFA ou des OF en matière d'accessibilité. Ce sont des organismes de recevement du public, des ERP, et qui ont comme n'importe quel ERP, ils ont des obligations d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et ce genre de choses. Et on ne va évidemment pas financer un ascenseur ou une rampe pour ces structures-là. Alors, sur cette aide, donc comme je vous disais, elle n'est pas prescrite, elle est mobilisable directement par le référent handicap de l'OF ou du CFA, ou s'il n'y a pas de référent handicap dans l'OF, parce que ce n'est pas encore une obligation, c'est le responsable de l'OF qui peut faire la demande, ou un formateur, ça c'est pas très important. Alors, pour bénéficier de cette aide, on s'est basé sur le même référentiel que celui dont je vous parlais sur l'apprentissage. Le référentiel qui avait été mis en place par la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. On est parti de la même logique pour que ce soit un peu harmonisé, c'est-à-dire qu'on part sur des modules et puis on demande aux demandeurs d'identifier à chaque fois les besoins à l'intérieur de ces modules avec des coûts, etc. Donc ce n'est pas exactement la même chose parce que l'objet n'est pas tout à fait le même, mais ça se ressemble pas mal. Voilà, donc ça passe par le dossier passe notamment par la constitution de cette demande.
Et d'autre part, une chose importante, c'est que on met à disposition des OF et des CFA différentes choses dont je suis en train de vous parler, donc le fonds d'équipement, des choses comme ça. Tout ça est mobilisable de façon inconditionnelle, quel que soit que l'OF soit à l'OETH, que l'apprenti, dans toutes les situations, je ne rentre pas dans le détail. Ceci dit, pour que nous, on se fasse une idée de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire en termes de besoins de compensation, on demande à la structure qui nous fait cette demande financière d'indiquer s'il y a bien une intervention du fonds d'équipement, de la ressource handicap formation ou d'autres, ou des prestations d'appui spécifiques dont je vais parler juste après. Même si ce n'est pas financé, ça nous permet, nous, d'avoir une idée justement un peu de la situation et de la validité, on va dire, de la demande. Alors, donc c'était la nouvelle aide, l'aide à l'adaptation de formation. Après, je vais vous parler de dispositifs qui ne sont pas spécifiques forcément à l'alternance ni même à la formation, mais qui sont des dispositifs qui restent centraux, voire cruciaux pour la compensation du handicap et avec lesquels il y aura une articulation entre fonds d'équipement, aide à la situation à l'aménagement de situation de formation, il peut y avoir malgré tout l'intervention de la PAS et d'autres choses. Donc les prestations d'appui spécifiques, donc ce sont des dispositifs qui sont portés par des structures qui sont expertes sur un type de handicap particulier. Donc, c'est noté en bas. Vous avez un prestataire particulier sur le handicap moteur, un autre sur le handicap auditif, etc. Et ces prestataires, ils interviennent aujourd'hui sur l'ensemble du parcours de la personne, c'est-à-dire depuis la construction du projet professionnel jusqu'à l'insertion dans l'emploi et même dans le maintien dans l'emploi, le cas échéant, mais ils interviennent uniquement sur la partie technique de la compensation du handicap. Ils ne vont pas intervenir sur le besoin en formation de la personne, ce type de choses. Donc, ce que je vous disais, ils interviennent sur la compensation du handicap, ils interviennent sur les différents types de compensation parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, mais l'adaptation des situations de formation comme celle de travail ne passe pas forcément par l'adaptation matérielle. On n'est pas uniquement sur des investissements financiers. La plupart du temps, encore une fois, d'abord, je fais une petite digression, mais dans les insertions des personnes en situation de handicap, ces aménagements, ils sont nécessaires dans 15% des situations, c'est-à-dire il y a une très faible minorité. Et dans ces situations-là, encore une fois, la plupart du temps, les aménagements sont simples, sièges ergonomiques, des choses comme ça, et la plupart du temps, ils ne sont même pas nécessaires à partir du moment où on met en place une organisation différentes, adaptées. Par exemple, je prends des exemples toujours un peu caricaturaux, mais si vous avez une personne qui est diabétique dans votre équipe, c'est un motif de reconnaissance de travailleur handicapé, cette personne, de temps en temps, doit aller se faire une piqûre d'insuline. Donc, si elle doit répondre au téléphone, c'est simplement prévoir les moments où cette personne n'est pas disponible, comment on s'organise. Ce sont des choses parfois et souvent aussi simples que ça. Donc, les prestataires PAS, pour revenir à mon sujet, interviennent sur ces questions de compensation, qu'elles soient sur les dimensions humaines, matérielles ou pédagogiques. Ce qu'ils font, eux, c'est que sur prescription, donc là, il y a bien une prescription, ils doivent établir un diagnostic et ils font des préconisations sur lesquelles vont s'appuyer tous les autres prestataires dont on parle actuellement. Alors, par exemple, ils peuvent aider à monter les dossiers de fonds d'équipement dont je viens de parler, ils peuvent aller chercher des devis, etc. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que les PAS ne sont pas mobilisables par les organismes de formation, mais c'est forcément le référent de parcours qui, lui, a une vision sur l'ensemble du parcours qui est en mesure de les mobiliser, et uniquement lui. Enfin, lui, et puis éventuellement l'entreprise, des prescripteurs qui n'ont rien à voir ici. Voilà. Donc, dernière petite chose, dernière chose importante, si vous n'avez pas suivi tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce que je dis maintenant.
que ce soit pour les référents de parcours ou pour les organismes de formation ou les OF, la GFIP a mis en place sur l'ensemble du territoire des dispositifs qui s'appellent donc des ressources handicap formation. Pour faire simple, ces dispositifs, ils ont deux grands types de missions. Le premier, c'est d'aider les structures concernées à la mise en place de la compensation du handicap. Donc, ils vont faire des informations, des sensibilisations, des formations, par exemple des formations, on va dire, un peu pointues sur comment on met en place la compensation sur le handicap moteur, par exemple, des choses comme ça. C'est une première chose, donc on va dire de professionnalisation, même s'il n'y a pas de diplôme, de professionnalisation notamment des référents handicap. Et ça peut aller jusqu'à, pour les structures qui sont vraiment impliquées dans cette question, jusqu'à la ratification d'une charte relative à l'accueil des personnes handicapées, qui peut parfois être intéressant pour les structures qui postulent à des appels d'offres, hein, puisque ça fait partie des arguments qui peuvent être mis en avant. Voilà. Et donc le deuxième type d'appui qui est mis en œuvre par la RHF, ce sont les appuis individuels. C'est-à-dire que vous êtes organisme de formation ou CFA, vous êtes un peu perdu parce que c'était compliqué. Je vous ai parlé de plein de choses et vous êtes sans doute noyé, donc c'est vrai pour tout le monde. Donc, relativement à une situation individuelle, quand on n'a pas la solution, le plus simple, c'est de passer par cette fameuse ressource handicap formation qui, elle, connaît les outils et qui aussi connaît quand c'est pertinent de les mobiliser. Parce que j'ai en tête des exemples récents où les structures avaient effectivement mobilisé les bons outils, les bons dispositifs, mais de façon un peu pas dans le bon ordre, où le référent de parcours avait sollicité une structure, le référent handicap de la formation avait sollicité une autre structure avant, enfin, etc. Tout ça est très compliqué. Au moins avec la ressource handicap formation, ces choses-là sont un peu, on va dire, traitées, sont faites dans le bon ordre. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur la compensation de la formation du handicap en formation, je pense que c'est une bonne adresse. Donc, jusqu'à maintenant, on n'avait que le site à vous proposer, qui est intéressant et qui vous permettra de voir un petit peu ce qu'il propose justement en termes de formation, etc. On n'avait qu'une adresse mail pour que vous puissiez les signaler ou vous poser vos questions. Et aujourd'hui, maintenant, on a quand même en plus un numéro de téléphone, donc profitez-en. On progresse petit à petit, mais on progresse. Voilà. Et donc, j'en ai fini, je crois. Merci Pascal. C'est vrai qu'on a eu tout un certain nombre de questions, peut-être avant de passer au point suivant. D'abord une première donc de Monsieur Berthelot qui demandait donc concernant l'aide complémentaire de la GFIP au-delà des 4 000 € de droit commun, y a-t-il un proforma, donc un formulaire à compléter ou quelle est la démarche à suivre? Oui, alors effectivement, je l'ai pas prévu dans le PowerPoint. En fait, c'est un dossier de demande de subvention à adresser à la GFIP. Donc ça, c'est sur le site de agfip.fr. C'est comme toutes les demandes de subvention. Mais dedans, il y a toujours des pièces à mettre. Hein. Donc, par exemple, la RQTH du stagiaire, des choses comme ça, les devis éventuellement, tout ça, comment dire, est indiqué dans un outil que nous on fournit à nos partenaires qui s'appelle Methodia. Pour les autres, on pourra mettre le lien sur lequel on peut se renseigner pour aller chercher les pièces. D'accord. Ensuite, par rapport donc aux prestations présentées, notamment pour élan alternance et trajectoire alternance, Madame Léger demandait voilà, qui portait ces prestations dans les Hauts-de-France. Donc, Olivier a indiqué qu'on pourrait l'adresser à la fin, peut-être aussi dans les documents. Monsieur Carata demandait donc le lien entre la plateforme préparatoire et la préparation opérationnelle à l'emploi. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, non. La préparatoire opérationnelle à l'emploi, ce sont des mesures de formation qui sont financées par les OPCO, mises en œuvre notamment par les pôles emploi et les Cap emploi, et qui sont sur la base normalement de besoins repérés individuels ou collectifs, de besoins repérés dans les entreprises.
Ça peut déboucher sur des contrats en alternance, mais même pas obligatoirement, je ne crois pas. Nous, nos prépas, ça s'adresse, enfin, on part de la personne, on ne parle pas du besoin entreprise. Vous voyez, la différence est là. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair, donc n'hésitez pas à redemander. Madame Jolivet demandait si on pouvait avoir les fiches de prescription pour les différentes actions. Donc là aussi, on va les retrouver sur le site. Alors ça, on peut le joindre, il ne faudra pas l'oublier, mais les fiches de prescription sur les prépas, on peut les joindre absolument au compte-rendu, tout à fait. Ce qu'on pourra peut-être faire, c'est joindre effectivement les fiches de prescription avec la liste des prestataires sur l'ensemble du territoire Hauts-de-France qui interviennent sur les plateformes. D'accord. Dans le mail avec le question-réponse, on pourra ajouter ces éléments-là. Madame Decool demandait, en tant que chargée d'insertion travail handicap en CESAD, puis-je être prescripteur? A priori, oui. On n'est pas trop formaliste sur le sujet. Par contre, il faut que si un référent de parcours, donc par exemple si la personne est encore scolarisée, tout ça se gère malgré tout avec la structure de formation. Et si la personne est demandeur d'emploi, il faut aussi que le référent de parcours soit dans la boucle. D'accord. Ou au moins informé. Madame Decool demandait si le FEAT peut être mobilisé pour un jeune en formation en lycée pro. Alors là non, c'est les limites de notre intervention. C'est la GFIP, c'est uniquement pour la formation continue. La formation initiale, on ne pourra pas intervenir. D'accord. Donc, Madame Benali disait un organisme. Excusez-moi, Isabelle. Par contre, si la personne est en lycée pro, mais dans un contrat en alternance, là, bien sûr, on intervient. D'accord. Madame Benali nous indique qu'un organisme peut s'adapter à la personne qui a un handicap, mais existe-t-il à l'heure actuelle des organismes déjà opérationnels pour accueillir tout type d'handicap? Alors, c'est l'objet de la loi, c'est que les OF doivent tendre vers une inclusion totale de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent. Et c'est des choses qui sont notamment aussi abordées dans Calliope. Maintenant, vous dire qu'il y a des structures qui sont réellement, j'espère, mais est-ce qu'on peut réellement être opérationnel pour accueillir tout type de handicap dans la mesure où chaque personne est différente et chaque type de handicap demande une compensation spécifique? Je pense que la formulation voilà, c'est pas exactement celle-là. Maintenant, pour être aussi complet dans la réponse, il existe des structures qui sont spécifiques à l'accueil de personnes en situation de handicap. Ce sont des structures, comment dire, ça s'appelle des ESRP, avant ça s'appelait des CRP, des centres de rééducation professionnelle. Ce sont des structures où les personnes sont orientées via la maison départementale des personnes handicapées. Maintenant, même ces structures, est-ce qu'elles sont comment dire, adaptées à toutes les personnes d'emblée? Je ne sais pas. Voilà. Donc, Madame Roland demandait pour une passe moteur, s'agit-il de médecins, ergothérapeutes par exemple? Alors, les structures en question disposent de ressources techniques complètes. Donc, dans les équipes, il y a évidemment des médecins, il y a des ergothérapeutes, il y a des ergonomes, enfin, il y a toutes sortes de compétences, absolument. Et enfin, donc une dernière question. Alors, je vais peut-être écorcher le nom, j'en suis désolée, Madame Vandenkorn-Louise. Oui. Cette aide aux adaptations des situations de formation peut-elle être sollicitée en milieu de parcours ou obligatoirement en début de formation? Alors, c'est effectivement, alors c'est une bonne question parce que ça arrive souvent, effectivement, que notamment dans les contrats d'apprentissage, l'apprenti ne déclare pas qu'il est reconnu travailleur handicapé ou qu'il n'ait pas fait la démarche et qu'on se rende compte en cours de contrat, c'est pareil pour une formation, qu'il y a un besoin. Donc, si la personne n'est pas reconnue travailleur handicapé, ça pose problème, parce qu'il faut d'abord qu'elle fasse la démarche, on n'interviendra pas s'il n'est pas reconnu. Ou alors, il faut qu'elle ait au moins fait la démarche, enfin la demande. Il faut qu'on ait une trace de la demande de reconnaissance qui était faite à MDPH. Là, on peut intervenir. Par contre, si la personne est bien reconnue travailleur handicapé et qu'on s'aperçoit au milieu de la formation qu'il y a un besoin, bien sûr, la demande peut être faite à ce moment-là. Enfin,
on ne va pas laisser tomber la personne au milieu du gué. Très bien. Merci. Je vous laisse continuer. Alors, ce qu'on vous propose pour finir cette présentation, c'est d'aborder effectivement les aides financières de l'AGEFIP, donc en direction des entreprises et des personnes en situation de handicap. Donc, quelques principes à retenir préalablement. Donc, les aides financières de l'AGEFIP ont pour objet principal le financement des surcoûts liés à la compensation du handicap. Je pense qu'effectivement, à travers ce que vient de décrire déjà Pascal, c'est peut-être un petit peu de la redite, mais effectivement, on est bien là-dessus, sur la prise en charge des surcoûts liés à la compensation du handicap, dans des démarches de préparation à l'emploi, d'accès à l'emploi, de maintien et d'évolution dans l'emploi, donc à différentes étapes du parcours de la personne. Elles s'inscrivent en complémentarité des aides de droit commun. Donc ça, c'est aussi un principe de base. On est sur du droit spécifique, donc on s'adosse au droit commun et à ce titre-là, on intervient en complémentarité. Donc en l'occurrence, tout ce qui est sécurité sociale, mutuelle, la prestation de compensation du handicap, la PCH, donc qui est délivrée par la MDPH, donc sur demande d'une personne, tout ce qui relève des accords agréés des entreprises et tout ce qui relève bien évidemment des obligations légales des entreprises, de l'employeur en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Les aides de l'AGEFIP ne sont pas accessibles de droit, donc leur délivrance n'est pas systématique et n'est pas automatique dès lors que la demande est effectuée auprès de nos services. Elle dépend d'un certain nombre de critères en fait, qui sont posés et qui sont identifiés et qui ont trait à l'éligibilité de la personne ou de l'entreprise en fonction de qui établit la demande et bien sûr au regard de la mobilisation du droit commun, puisqu'encore une fois, on est bien sur de la complémentarité au droit commun, puisqu'il s'agit bien ici du droit spécifique. Principe de non-rétroactivité aussi très important, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas de façon postérieure à la date de réalisation de l'action, d'accord ? Autrement dit, pour être très pratico-pratique, on n'intervient pas sur la base d'une facture, on intervient bien sur la base d'une demande avec notamment des devis, avec effectivement des perspectives. On n'intervient pas sur des actions déjà réalisées. La seule particularité, et c'était bien de le préciser aujourd'hui, c'est sur les aides à l'alternance, puisque là, on est sur une spécificité et une tolérance de 6 mois après la signature du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, où là, effectivement, on peut nous solliciter, donc dans un délai de 6 mois, l'entreprise peut nous solliciter pour bénéficier de l'aide. C'est la seule tolérance, sinon on n'intervient pas effectivement de façon rétroactive. Alors, les aides et prestations donc, destinées aux entreprises privées, donc je rappelle. Donc, synthèse des services et prestations de direction des entreprises. Donc, les entreprises, les employeurs de droit privé donc, peuvent solliciter l'offre de services Cap Emploi, donc dans une logique de recrutement et d'intégration de personnes en situation de handicap ou sur une situation de maintien dans l'emploi ou d'évolution professionnelle. Donc là, l'employeur peut solliciter directement l'offre de service Cap Emploi. L'employeur, une entreprise peut également solliciter l'AGEFIP si elle souhaite effectivement être conseillée, voire accompagnée dans la construction de sa politique en faveur des personnes en situation de handicap. Existe également une offre de services donc déployée au niveau national qui s'appelle le réseau des référents handicap, d'accord ? Donc effectivement qui est décliné ici en Hauts-de-France. Donc c'est aussi un service qui peut être directement mobilisé par les entreprises où sont proposés effectivement des ateliers, des séquences d'information, des modules de sensibilisation, tout un tas de choses pour monter en compétences, pour échanger sur les pratiques et pour éventuellement construire des outils communs. L'emploi accompagné aussi est un dispositif spécifique, donc sur orientation de la MDPH, qui consiste à favoriser l'intégration professionnelle ou à consolider l'emploi d'une personne en situation de handicap qui aurait effectivement des difficultés un petit peu spécifiques d'ordre médico-social avec un certain nombre de freins périphériques notamment.
Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. C'est un dispositif qui est porté par la GFIP et l'ARS pour donner ces précisions-là. Les entreprises peuvent également solliciter les prestations d'appui spécifiques qui vous ont été présentées par Pascal tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Les prestations de type ergonomique, donc ce qu'on appelle dans notre jargon les études préalables à l'aménagement et l'adaptation des situations de travail. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail par la suite. Et puis, il y a une particularité pour les entreprises qui sont sous accord et qui ont un taux d'emploi inférieur à 6%, donc qui n'ont pas atteint leur taux d'emploi légal. Ces entreprises-là sont éligibles uniquement à certaines choses, en l'occurrence à l'offre de service Cap Emploi, à l'offre de conseil et d'accompagnement, donc délivrée directement par les services de la GFIP, donc par des collègues qui interviennent directement auprès des entreprises. Et elles peuvent également solliciter l'ARLH, la reconnaissance de la lourdeur du handicap auprès des services de la GFIP, qui peut donner lieu à l'attribution de l'AETH, l'aide à l'emploi des travailleurs handicapés. Donc voilà en synthèse. Alors, petit focus est évidemment en premier lieu sur les aides au recrutement en alternance. Donc, effectivement, les entreprises peuvent solliciter en direct ou peuvent éventuellement mobiliser un opérateur type Cap Emploi, par exemple, mais pas que, bien évidemment. Je dirais le SPE de façon générale. Peuvent solliciter donc ces aides à l'embauche en alternance, qu'on soit sur du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. L'idée étant effectivement de faciliter le recrutement et l'intégration d'une personne en situation de handicap sans limite d'âge. Donc nous, c'est un petit peu aussi la particularité. Donc dès lors qu'effectivement la personne est en contrat d'une durée minimum de 6 mois et que la durée hebdomadaire est au moins égale à 24 heures. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la demande peut être effectuée auprès de nos services dans les 6 premiers mois après la date d'embauche. Les montants diffèrent en fonction de la durée du contrat et selon qu'on se situe sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, on n'est pas sur les mêmes montants maximum puisqu'on est sur 4 000 € pour un contrat d'apprentissage et 5 000 € pour un contrat de professionnalisation. Voilà pour les aides au recrutement en alternance. Nous avons également à disposition dans notre offre d'intervention donc une aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle. Donc on est ici sur 2 dimensions, à la fois l'accueil, l'intégration, mais aussi l'évolution professionnelle de la personne au sein même de l'entreprise. Donc l'objectif, c'est d'accompagner la prise de poste, voire l'évolution professionnelle du salarié. Et elle vise à faciliter l'accueil, l'intégration de la personne qui vient d'être recrutée et de faciliter l'accompagnement sur le nouveau poste lorsqu'il y a effectivement évolution ou mobilité professionnelle de la personne au sein de l'entreprise. On est sur des contrats de 6 mois minimum pour pouvoir mobiliser cette aide. Là, on est sur ce qu'on appelle une aide prescrite, c'est-à-dire qu'on doit systématiquement passer par un opérateur ou par un référent de parcours de type Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, ou éventuellement, le cas échéant, par la GFIP, en fonction de la situation. Donc, il y a un formulaire de demande très spécifique à compléter lorsqu'il y a une demande de ce type-là. On est sur un montant plafonné à 3 000 € et qui va dépendre, bien évidemment, le montant va dépendre du plan d'action qui est pensé et qui est précisé par l'entreprise en matière d'accompagnement. Donc, on peut être sur de la sensibilisation ou de la formation du collectif de travail dans lequel s'inscrit la personne, de l'accompagnement du manager sur la prise en compte d'un handicap, notamment lorsqu'on est sur un handicap très spécifique, ou sur de l'accompagnement individualisé ou du tutorat. Voilà. C'est ce genre de choses sur lesquelles on peut intervenir, en sachant que l'idée, c'est qu'on est bien sur une logique de compensation du handicap. Donc, on est sur des frais qui sont liés effectivement à la situation de handicap. C'est la situation de handicap qui génère effectivement un accompagnement un peu spécifique qui vient en complément du processus d'intégration classique de toute personne dans une entreprise. Donc, on est bien dans une logique, encore une fois, de complémentarité.
Les études ergonomiques, donc préalables à l'aménagement et à l'adaptation des situations de travail. Donc ça, c'est une prestation qui est disponible effectivement pour les entreprises. L'idée étant, c'est d'analyser la situation peut-être de façon plus précise sur un poste de travail. L'idée étant d'avoir une évaluation un petit peu plus précise avec des préconisations précises, détaillées au regard du poste qu'occupe la personne ou que va occuper la personne dans le cadre d'un recrutement. Elle est mobilisée sur prescription de la délégation AGFIP, d'accord. Donc sur prescription effectivement proposée par Cap Emploi, par un employeur public ou un centre de gestion sous convention avec le FIPH-FP, qui est le pendant de l'AGFIP pour la fonction publique. Donc les prescriptions en fait sont validées par l'AGFIP, voilà, au regard effectivement des situations et du nombre de demi-journées d'intervention qui sont sollicitées pour cette étude ergonomique. Donc, ce n'est pas systématique. Hein. Lorsqu'on est sur une perspective d'aménagement de poste, il n'y a pas de systématisme dans la mobilisation de cette étude. C'est vraiment sur quelque chose de spécifique, sur un poste de travail particulier ou au regard de la situation de handicap de la personne. Donc, voilà, ce n'est pas systématique. Donc, l'aide à l'adaptation des situations de travail. Donc, effectivement, Pascal en a parlé tout à l'heure. Là, on est sur vraiment l'adaptation de la situation de travail dans le contexte professionnel, donc en entreprise. C'est une aide qui peut être mobilisée directement par l'entreprise, hein, donc qui peut s'adresser directement à nos services, mais qui peut aussi solliciter en fait le Cap Emploi notamment, donc le service maintien dans l'emploi du Cap Emploi, qui peut aider effectivement à déterminer les besoins et à monter le dossier d'aide à l'adaptation de la situation de travail. C'est une aide qui peut être mobilisée à la fois lors du processus de recrutement, mais également dans une logique de maintien dans l'emploi, notamment lorsqu'il y a un risque d'inaptitude avéré pour le salarié. Donc, tout employeur d'un salarié peut en bénéficier, d'un salarié en situation de handicap. Également, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de cette aide. Là, il n'y a pas de montant maximum, bien évidemment, puisqu'on va effectivement être mobilisé en fonction de la situation, en fonction des aménagements à mettre en place, alors qu'ils sont majoritairement des aménagements matériels, mais pas que. On peut être aussi sur quelque chose d'organisationnel où on peut être effectivement sur l'intervention d'un tiers, donc auquel cas on sera plutôt sur de l'auxiliariat professionnel. Hein, on n'est pas forcément sur des aménagements de type matériel, mais en l'occurrence ici, en tout cas, il n'y a pas de montant maximum, c'est bien dépendant de la situation et des aménagements à mettre en place. Et bien évidemment, on intervient dans une logique de stricte compensation du handicap. Hein, il y a tout ce qui relève aussi des aménagements dits raisonnables, qui sont évidemment à mettre en place par l'employeur. Voilà. Donc là, on va vraiment s'intéresser à la situation de handicap et de ses conséquences sur la tenue du poste. Voilà pour les aides destinées aux entreprises. Voilà, merci Olivia. Peut-être, avant de passer à cette dernière partie, une question de Madame Cap qui demande à qui s'adresser pour une aide à la mutuelle pour les DEBOETH qui ne bénéficient pas de la portabilité. Alors, je ne comprends pas forcément très bien la question. Voilà. Si ça peut être précisé, ou peut-être Pascal, toi, tu as une compréhension de la question. Non, je suis comme toi, je ne comprends pas la question, je suis désolé. Voilà. On va demander à Madame Cap de préciser sa question. Ensuite, une question de Madame Benali. Quand une offre qui est diffusée sur le site AGFIP lors du recrutement, l'employeur est-il informé des dispositifs? Donc, lorsqu'il y a une offre sur le site de l'AGFIP, est-ce que l'employeur est informé des dispositifs sur le site Alors là, c'est pareil, je pêche un peu. Est-ce que ça fait référence effectivement à notre outil de mise en relation offre et demande? Je ne
puisque, alors, quoi qu'il en soit, en tout cas, peut-être un premier élément de réponse. Je ne sais pas si, en tout cas, ça va répondre de façon très correcte à la question, mais quoi qu'il en soit, effectivement, l'employeur peut mobiliser un certain nombre d'opérateurs, en l'occurrence le Cap emploi, dont on a déjà parlé, pour avoir connaissance des dispositifs qui existent et qui peuvent être mobilisés, notamment lors du recrutement d'une personne en situation de handicap. Alors, le Cap emploi, pas uniquement d'ailleurs, hein, ça peut être également le Pôle emploi, ça peut être également les missions locales, tout le service public Pôle emploi dans une phase de recrutement. L'AGEFIP peut aussi mobiliser en direct l'employeur, pardon, les entreprises peuvent mobiliser en direct l'AGEFIP également si elles souhaitent avoir des informations sur les dispositifs existants, sur les aides, sur l'offre d'intervention en général, facilitant le recrutement d'une personne en situation de handicap. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Si je peux me permettre de compléter, Olivia, effectivement, oui. Si la question c'est est-ce qu'on on envoie un message systématiquement à l'employeur pour dire qu'il y a telle et telle aide, non. Mais si l'employeur a mis une offre sur le site de l'AGEFIP, d'abord tout est indiqué sur le site de l'AGEFIP, donc l'info est dit. Et puis s'il est sur le site de l'AGEFIP, généralement c'est qu'il sait qu'il y a des aides, quoi. Par contre, c'est sur d'autres supports, là, effectivement, c'est soit au Cap emploi, soit à la personne de faire cette information parce que l'employeur est largement, pas toujours au courant, loin de là. Oui, moi, je pense que c'était la réponse attendue. Madame Cap a précisé sa question en disant à qui s'adresser pour faire une demande d'aide à la mutuelle pour un demandeur d'emploi. Alors, je ne sais pas si ça vous éclaire plus. Non, je crois qu'on n'est pas du tout dans notre champ, là. Enfin, je suis désolé, mais on n'est pas sur la... Oui, après, effectivement, soit la personne dispose effectivement d'une mutuelle, ce qui est quand même préférable, soit ce n'est pas le cas, et auquel cas, il faut qu'elle fasse la demande auprès des organismes compétents. Mais là, pour le coup, effectivement, ça ne relève pas de notre intervention. Voilà, merci. Il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je vous propose de continuer et de finir du coup sur les aides qui sont davantage destinées donc, aux personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est alors peut-être de balayer de façon assez globale les aides qu'on peut proposer. Donc, la première, c'est l'aide au parcours vers l'emploi, donc qui s'adresse plutôt effectivement ici aux demandeurs d'emploi. Alors, l'idée ici, c'est une aide assez particulière puisqu'elle a, pour le coup, une visée non compensatoire. Donc, on n'est pas du tout sur une logique de compensation du handicap. Ici, on est vraiment sur une aide qui vise à lever des freins plutôt d'ordre financier, en l'occurrence. Et l'idée, c'est de faciliter effectivement le parcours de la personne en lui donnant un petit coup de pouce, si on peut dire les choses comme ça. Donc, dans la limite de 500 € pour financer un certain nombre de frais liés. On peut être sur du déplacement, on peut être sur de la restauration, je pense notamment dans le cadre d'une formation. On peut être sur un entretien de recrutement à venir et la personne a besoin effectivement d'acquérir une tenue plus adaptée. Enfin, voilà, on n'est pas du tout sur de la compensation, on est vraiment sur de la couverture de frais que la personne ne peut pas prendre en charge parce qu'effectivement, elle est dans une situation précaire. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter un petit coup de pouce. Donc, on est sur une aide qui est prescrite. Donc, je reviens sur la notion de prescription, c'est-à-dire que systématiquement, elle doit passer par une demande d'un opérateur de type Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi qui doit faire état du besoin. Hein, et nous, effectivement, on peut intervenir dans la limite de 500 € à différentes étapes du parcours, bien évidemment, puisqu'on peut être sur des besoins différents en fonction de l'étape du parcours dans laquelle se situe la personne. L'aide à l'acquisition de prothèses auditives. Donc ici, effectivement, on intervient pour l'achat de prothèses. Donc pour toute personne engagée dans un parcours professionnel ou un parcours vers l'emploi. Donc là, on est sur une logique de compensation, bien évidemment. On est sur de la compensation d'une situation de handicap auditif. On intervient à hauteur de 800 € maximum par prothèse. Donc si on intervient pour 2 prothèses, on sera sur 1600 € maximum. On intervient effectivement pour la couverture de frais
d'achat d'audioprothèses, d'accord? Et on intervient ici, je l'ai dit, mais je le reprécise, en complémentarité de ce qui peut être mobilisé par ailleurs. Il faut savoir que la sécurité sociale intervient sur l'acquisition de prothèses auditives, les mutuelles et la MDPH au titre de la prestation de compensation du handicap. Donc nous, on intervient vraiment en complémentarité de l'ensemble de ces cofinancements. La technique en compensation du handicap, donc là, l'idée, c'est de compenser effectivement le handicap à l'aide de moyens techniques, l'idée étant de favoriser l'autonomie de la personne dans son parcours professionnel. Donc là, voilà, je n'ai pas forcément d'exemple très, très précis en tête. Ça peut être effectivement du matériel informatique très spécifique au regard de la situation de la personne. Enfin voilà, il peut y avoir multiples situations. On intervient à hauteur de 5 000 € maximum, donc on est sur quelque chose sur un montant plafonné, et toujours dans l'idée d'intervenir en complément de ce qui peut être pris en charge par ailleurs au titre du droit commun. Donc, dans la même logique, on a également une aide humaine. Donc, on intervient vraiment selon les mêmes principes que la technique. Simplement, là, on sera plutôt sur l'intervention d'un tiers qui va réaliser des gestes à la place de la personne en situation de handicap qui, en raison de sa situation de handicap, ne peut plus effectuer tel ou tel geste. Voilà, mais on est sur le même principe que l'aide technique, simplement on est sur l'intervention humaine. Et là, on interviendra à hauteur de 4 000 € maximum. L'aide au déplacement en compensation du handicap. Donc là, l'idée, c'est de favoriser l'accès, le maintien ou l'exercice, le maintien dans l'emploi, pardon, ou maintien à l'emploi, excusez-moi, ou l'exercice d'une activité indépendante pour donc une personne qui a des difficultés à se déplacer, donc qui ne peut pas, par exemple, utiliser les transports en commun ou qui a besoin d'aménager son véhicule. Voilà, c'est typiquement le genre de situation dans lesquelles on peut intervenir, d'accord ? En complément évidemment du droit commun, encore une fois. Et l'idée, c'est bien d'intervenir au regard des surcoûts en lien avec le handicap dans la réalisation des déplacements. On est sur une aide plafonnée également à hauteur de 11 400 € maximum. On intervient également sur le champ de la création d'activités, donc pour les personnes qui souhaitent créer leur emploi ou reprendre une activité, on intervient bien sur les deux versants. Donc, on s'adresse à toute personne qui souhaite créer une activité dans la limite de 6 000 €. Alors, j'insiste sur le montant puisqu'on a un montant qui a été revu dernièrement. Au 1er mars 2022, on était jusqu'à autour de 5 000 €. Maintenant, on est sur 6 000 € maximum, d'accord, qui peut donc être, ce montant peut être mobilisé au titre de l'aide à la création d'activités sur la base d'un certain nombre évidemment de critères et de règles qui doivent être respectés pour être éligible à cette aide à la création d'activités. On demande en l'occurrence ici l'avis d'un expert en création d'activités. En l'occurrence, on fait appel ici aux prestataires qui interviennent sur le champ du conseil à la création d'activités dont on a parlé très, très brièvement tout à l'heure lorsqu'on a parlé des prestations qui sont financées par la GFIP. Voilà, donc ça c'était pour la petite précision. Et donc, finalement, on vient sur quelque chose qu'on a déjà abordé tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément dire beaucoup plus. Effectivement, juste bien se rappeler que l'aide à l'adaptation des situations de formation, elle fait partie intégrante aujourd'hui de notre offre d'intervention. Elle est mentionnée d'ailleurs dans notre guide des aides depuis le 1er mars 2022. Donc, c'est une aide relativement récente qui s'inscrit, comme l'a précisé Pascal, en complémentarité aussi de ce qui peut être mobilisé, via le droit commun. Donc, voilà, je ne vais pas en dire forcément beaucoup plus, puisque Pascal en a pas mal parlé tout à l'heure, mais en tout cas, ça fait partie intégrante de notre offre d'intervention aujourd'hui, et c'est bien une demande qui doit être réalisée, établie par l'organisme de formation ou le centre de formation des apprentis. Voilà, je ne vais pas forcément dire beaucoup plus, puisqu'on l'a déjà abordé tout à l'heure, sauf s'il y a des questions, bien évidemment.
Voilà, et puis on vous a laissé nos coordonnées éventuellement si vous souhaitez nous contacter en direct pour plus de précisions sur un certain nombre de points qui ne seraient pas forcément très clairs à ce stade. Et avec également les coordonnées de la ressource handicap formation qui vous a été présentée tout à l'heure par Pascal. Donc, merci Olivia. Dans le chat, je tenais à remercier Madame Desmettes qui nous a mis un lien pour les aides mutuelles. Et sinon, donc, il y avait une question de Madame Croem, donc, qui indique qu'en cours de formation à distance, l'ordinateur d'un BOETH ne fonctionne plus. Peut-on faire l'aide si l'on n'est plus dans le premier mois? Donc, est-ce que l'aide peut être demandée au-delà du premier mois? Alors là-dessus, je crois qu'il s'agit de l'aide au parcours, qui est justement l'aide prescrite dont parlait Olivia. En fait, normalement, cette aide, elle est mobilisable effectivement dans le premier mois de formation parce qu'on considère qu'ensuite, la personne est rémunérée pour sa formation et donc on n'a plus à intervenir. C'est un stagiaire. Il n'y a plus de difficultés particulières qui sont à prendre en compte. Alors, par contre, si c'est une formation qui n'est pas rémunérée, dans ce cas-là, ça reste possible. D'accord. Donc là, alors je ne sais pas si... Voilà, Madame Crom dit merci. Voilà, donc là, ça termine en fait notre présentation de ce jour. Donc, merci Olivia et Pascal pour cette présentation détaillée qui permet, je crois, d'avoir une bonne vision de l'ensemble des dispositifs de sécurisation des parcours en alternance. Donc, pour terminer et donc pour pouvoir rester en contact avec le C2RP, je vous propose, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous abonner à nos 2 newsletters, donc le C2Actu et l'info hebdo, ou également à nos flux RSS qui sont que vous retrouvez sur le site. Donc, comme je vous l'ai indiqué au début du webinaire, vous allez recevoir, donc suite au webinaire, par mail le replay, également le lien vers le PowerPoint qui vous a été présenté et le lien vers le questionnaire de satisfaction en ligne. Donc là, je vous remercie de bien vouloir y répondre puisque c'est très important pour nous de recueillir vos besoins et c'est l'occasion pour vous également d'indiquer les thèmes sur lesquels vous souhaiteriez avoir une suite, un approfondissement à cette information d'aujourd'hui ou également sur un autre sujet de l'orientation, de la formation, de l'insertion. Juste peut-être vous dire aussi quelques mots sur nos prochains webinaires. Le 19 mai, vous avez un webinaire sur les dispositifs de reconversion professionnelle que nous organisons en partenariat avec Transition Pro. Et puis au mois de juin, on reviendra sur nos outils, sur optimiser ses recherches sur la base régionale de l'offre, également sur Cléor, l'outil d'information sur les métiers. Nous avons d'autres thématiques en cours et vous retrouverez leurs informations dans nos prochains C2Actu. Donc, il me reste encore à remercier nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, merci Olivia et Pascal. Et puis, à vous remercier toutes et tous pour votre participation. C'est vrai que c'est un sujet dense, mais bon, là, vous aurez les documents par la suite. Et puis, on va vous laisser encore quelques instants si vous souhaitez reposer des dernières questions et qui feront partie du document questions-réponses qui vous sera envoyé d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Bon après-midi et à très bientôt pour un prochain webinaire. Je laisse Olivia et Pascal, je vous laisse conclure. Que dire de plus, c'est effectivement remercier l'ensemble des participants, vous remercier Isabelle et puis Pascal, évidemment. Voilà, donc on reste éventuellement à la disposition s'il y a des questions complémentaires. On a laissé nos coordonnées, donc il faut pas hésiter. Et puis voilà, encore un grand merci pour votre participation. Bon. Eh bien, à très bientôt. Alors, pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.